Alors, je vais commencer dans l'ordre inverse, je vais commencer par parler de moi, en vous expliquant que je suis à l'origine de ma carrière un chercheur. J'ai démarré ma carrière en 1980 comme chercheur à l'Institut Pasteur, donc un chercheur pur, comme il y en a plein, qui fait 100% de son temps avec ses éprouvettes et ses tubes à essai et ses pipettes, etc. Assez rapidement, j'ai été chargé d'enseignement à l'Institut Pasteur. Vous savez qu'à l'Institut Pasteur, il y a des cours assez prestigieux, des cours internationaux, etc. J'ai été chargé de cours, puis chef de travaux pratiques, et puis directeur d'un cours de mycologie médicale à l'Institut Pasteur. Ce sont des cours en général assez denses. Hein. Ce cours de mycologie médicale dure 2 mois, mais c'est 8 heures par jour. Donc vous voyez, en 2 mois, on remplit son staff d'enseignement si j'avais été dans l'université. Mais ce sont des cours extrêmement spécialisés. Ce sont des cours, si on peut dire, niveau recherche, qui s'adressent à une quinzaine d'étudiants, une vingtaine d'étudiants dans les meilleures promotions. Et ça jusqu'en 99. Inutile de vous dire qu'à l'époque, si je faisais de l'enseignement, si je m'occupais d'enseignement, le terme pédagogie était absolument inconnu. Personne ne connaissait ce terme-là, personne ne l'utilisait et personne ne se posait la question. Et puis en 99, le cours de ma vie a changé, j'ai été nommé professeur à Lyon 1, en mycologie, à la faculté de pharmacie. Et puis, expérience que beaucoup d'entre vous ont dû connaître, j'ai été nommé le 1er septembre 99. Le 15 septembre 99, je me suis retrouvé avec 250 étudiants devant moi, sans savoir du tout par quel bout commencer. Et je me suis dit, bon, écoute, j'ai déjà fait de l'enseignement, j'ai déjà eu des étudiants, je vais reprendre mes cours de l'Institut Pasteur, je vais les formater en termes de timing, etc. J'ai pris ma craie et mon tableau et quelques transparents et je me suis lancé. Vous imaginez le succès que j'ai eu avec ces cours hyper spécialisés devant des étudiants de 2e année de pharmacie. Succès inégalé. Alors, moi, je me suis un petit peu remis en question, bien entendu, j'ai réfléchi, mais sans avoir la moindre idée de quelle façon je pouvais améliorer les choses. Et ma façon d'améliorer les choses, ça a été d'abord de baisser le niveau de mes enseignements, ça a été de les raccourcir, ça a été de les simplifier, ce qui a été une démarche absolument inverse de tout ce que j'avais fait durant le début de ma carrière. Mais ceci a permis quand même de faire un petit peu mieux passer les choses. Et puis, les années passant, connaissant un petit peu mieux le monde universitaire, en 2002-2003, j'ai découvert, c'est-à-dire il y a 10 ans, hein, il y a moins de 10 ans, j'ai découvert qu'on pouvait faire des évaluations des enseignements. Alors ça a été une découverte formidable pour moi, et j'ai utilisé évidemment ces évaluations pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait de mal dans mon enseignement et comment je pouvais mieux le faire passer. Alors à l'époque, en 2002-2003, les évaluations, ce n'était pas encore informatisé, j'ignorais, à ma grande honte, j'ignorais qu'il y avait à Lyon un service qui était chargé de faire des évaluations. J'ai tout inventé par moi-même, ce qui se faisait à la porte d'à côté. J'ai fait des évaluations à la main, j'ai fait mes petits tableaux Excel, etc. Et j'ai eu des résultats intéressants. J'ai eu des évaluations. Alors, on regarde les questionnaires plus ou moins bien bâtis, et puis on regarde surtout les propositions libres des étudiants. C'est celles qui parlent souvent le mieux, le plus directement. Et je découvre une évaluation, l'enseignement de M. Boiron est formidable, extrêmement bon pédagogue, etc. Formidable, l'étudiant parlant, j'ai découvert la mycologie à travers M. Boiron. Merveilleux, je dis, alors je faisais de la pédagogie sans le savoir. Je continue à lire mes questionnaires, autres questionnaires. L'enseignement de M. Boiron est mortel, j'ai failli mourir durant cet enseignement, j'ai assisté au premier cours, je n'y suis jamais retourné. Bien. Alors, les évaluations, c'est intéressant, ça donne des indications, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien. Alors, ceci dit, j'ai trouvé que c'était un outil intéressant, parce que bien sûr, je simplifie et je caricature. Il y avait aussi des choses qui m'ont permis de mieux comprendre, de mieux caler mon enseignement. Et puis, j'ai voulu faire partager
cette expérience tout à fait extraordinaire pour moi à mes collègues de la faculté de pharmacie qui, en 2002-2003, je redis bien les dates, ignoraient totalement qu'on pouvait faire des évaluations. Beaucoup d'ailleurs, quand ils ont su qu'on pouvait en faire, n'ont absolument pas voulu se prêter au jeu. Vous connaissez le discours imbécile, moi professeur, etc. Comment me faire évaluer par des étudiants, Patrick, tes évaluations, je m'assois dessus, etc. etc. Ce discours est totalement véridique. Enfin, on a quand même progressé et puis on a réussi à faire des évaluations avec quelque chose que j'ai cru découvrir. J'étais très très fier de cette découverte. Pour faire passer la pilule des évaluations à mes collègues de pharmacie, ça a été de faire en sorte que le résultat de ces évaluations soit secrète en fait et n'ait qu'un seul destinataire, l'enseignant responsable de l'enseignement qui était évalué. J'ai appris par la suite que c'était la loi, qu'il fallait faire comme ça. Enfin, j'étais très fier de ma découverte. Et puis, petit à petit, bon, j'ai découvert qu'il y avait des activités dans ce domaine à Lyon 1. J'ai rencontré des gens à Lyon 1 qui travaillaient dans le domaine de ces évaluations, un petit peu de pédagogie, un peu plus d'éthique. Et puis assez brutalement, assez rapidement, du fait de ma petite expérience dans les évaluations à la faculté de pharmacie, et à l'occasion d'un renouvellement de vice-présidence à Lyon 1, en 2007, on m'a demandé si je voulais être vice-président délégué chargé de la pédagogie et d'éthique. Ah, j'ai dit, ben, pourquoi pas, de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ben, c'est politique. Très bien, c'est politique, mais encore. Ah ben, c'est politique et puis tu verras bien. Très bien. Comme je n'ai pas l'habitude de dire non, j'ai dit oui. Et comme j'étais le seul candidat, j'ai été élu. Je me suis retrouvé propulsé comme vice-président chargé de la pédagogie et d'éthique. Et là, j'ai découvert, donc 2007, je vous rappelle les dates, j'ai découvert un service de pédagogie, absolument, un service pédagogie éthique absolument extraordinaire pour moi à Lyon. Alors, ce service de pédagogie éthique, en réalité, en 2007, est un double service. Il y avait un service sup, deux personnes en 2007, et un service qu'on appelait practice à l'époque, un service TIS qui comptait une vingtaine de personnes. Et là, j'ai découvert ce monde de la pédagogie, ce monde d'éthique qui m'ouvrait, il y a 5 ans, des perspectives tout à fait extraordinaires. Alors, j'en arrive à parler maintenant de Lyon 1 et de ce service sup practice, qui est devenu le service ICAP, qui veut dire innovation, conception, accompagnement pour la pédagogie. Alors ce service ICAP, je ne vais pas vous faire son historique, ça n'a pas beaucoup d'importance, je vais vous donner le bilan de l'état actuel, de ce service ICAP, en indiquant bien entendu que tout ce qui constitue le service ICAP aujourd'hui n'a pas démarré quand j'étais nommé vice-président chargé de ce service. Il y avait d'abord beaucoup de choses qui existaient, simplement je les ignorais. Et puis il y avait aussi un certain nombre de choses qui étaient déjà sur les rails, mais qui pour différentes raisons ne se mettaient pas en place, ne fonctionnaient pas. Et c'était mon rôle effectivement de faire tourner la machine, puisque c'était mon ordre de mission de faire en sorte que ça tourne. Alors ce service ICAP est un service important. Maintenant, ce service regroupe plus de 35 personnes. 35 personnes qui sont chargées et de la pédagogie et d'éthique. Alors si on distingue un tout petit peu, maintenant il y a 7 personnes qui sont chargées de la pédagogie, les autres sont chargées d'éthique pour rester simple. Et ce service ICAP qui a un directeur en propre, qui n'est pas le vice-président, je suis encore une fois simplement chargé du bon fonctionnement de ce service. Il y a un directeur adjoint qui est dans la salle ici, Patrice Thirier. Et puis il y a un certain nombre de pôles importants, plus ou moins nombreux en personnes qui constituent ces pôles, avec des pôles, je fais le tour de ce graphique, avec un pôle développement, avec un pôle infrastructure, un pôle web santé, un pôle web sciences, un pôle vidéo, un pôle
je ne vois pas sur le côté, pour l'évaluation, un pôle poster. Bref, une grosse structure, très très grosse structure, qui est donc au service des enseignements pour le bien des étudiants. Alors ce service ICAP, je laisse passer assez vite sur cette diapositive, c'est plus un peu de la promotion interne. Et ce service ICAP fonctionne, alors bien sûr avec avec les étudiants et les enseignants, mais bien sûr avec d'autres entités de Lyon 1. Il est sous la coupe du CEVU, il est évidemment sous la coupe du CERF, bien entendu, et puis il travaille avec d'autres services, comme le service focal chargé de la formation continue, le service SOI, le service de la documentation. Il travaille évidemment avec d'autres partenaires en région et au niveau de la France, et il a également des activités internationales avec des universités francophones, et au-delà, puisqu'on travaille aussi étroitement avec le MIT aux USA. Alors, l'activité de ce service est considérable. Il y a, on va le voir dans la prochaine diapositive, un outil extrêmement important et qui mobilise beaucoup des personnes d'ICAP, qui a été développé par ICAP, qui est la plateforme pédagogique Spiral, dont on va dire quelques mots maintenant. Alors cette plateforme pédagogique Spiral est un outil propre qui a été développé par ICAP et par Lyon 1 et qui fonctionne comme toutes les plateformes pédagogiques qui visent à être utilisées pour déposer un certain nombre d'enseignements et utiliser des outils les plus modernes pour développer de la pédagogie. Alors ce tableau est un petit peu compliqué, il m'a été fourni par Christophe Battier, mais montre par exemple sur les lignes hachées du bas, montre l'évolution régulière de l'utilisation de cet outil Spiral par les étudiants, et on voit au fil des ans qu'il y a une appropriation de cet outil de plus en plus importante. Les creux sont bien entendu ceux correspondant aux vacances. Il y a quelques tableaux qui montrent l'évolution exponentielle presque du nombre de fichiers qui sont développés, du nombre de QCM en ligne qui sont développés dans cet outil. Et puis cet outil a été modernisé récemment, il est encore en cours de perfectionnement, mais maintenant est utilisé depuis presque un an. Un outil d'une nouvelle génération de Spiral qui est Spiral Connect. Donc cet outil est tout à fait fondamental pour nous. Il est utilisé par 99, si ce n'est 100% des étudiants et a une amélioration très nette ces 2-3 dernières années d'appropriation par les enseignants, puisque je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais ça doit être 80% des enseignants qui utilisent cet outil. Alors, c'est considérable? Oui et non. Ça veut dire qu'il y a encore 20% des enseignants qui ne connaissent pas cet outil, donc qui sont dans le cas où j'étais il y a quelques années, ce qui est un petit peu regrettable et ce qui interroge quand même, quand on est vice-président, pourquoi est-ce que ça ne pénètre pas dans certaines couches d'enseignants, je l'ignore. À côté de cet outil important pour ICAP, il y a une activité d'évaluation des enseignements. Alors je vous ai expliqué comment un chercheur lambda comme moi a pu découvrir cet outil pour améliorer ses enseignements. Là, les choses ont véritablement démarré quand même en 2007 pour les évaluations à Lyon 1. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y avait pas d'évaluation avant. On en faisait, avant que j'en fasse, moi, en faculté de pharmacie, dans d'autres composantes, mais c'était véritablement quelque chose d'occasionnel, de ponctuel, qui n'était vraiment pas connu. Il y a eu vraiment une accélération considérable de l'utilisation des évaluations, du développement des évaluations des enseignements à Lyon 1 depuis 1987,
avec la création, l'élaboration d'une charte de l'évaluation des enseignements qui donne les droits et les devoirs et des étudiants et des enseignants et de l'administration par rapport à ces évaluations. Alors elle n'a rien d'original, hein, c'est toujours les mêmes critères en termes d'anonymat, d'utilisation pour l'amélioration des enseignements, etc. On a également élaboré des procédures d'amélioration. Évidemment, ces évaluations n'ont qu'une utilité en soi. Il faut évidemment qu'elles soient utilisées pour chercher à améliorer les enseignements. Et donc, ces procédures qui ont été élaborées permettent à l'enseignant d'utiliser le résultat de ces évaluations et de venir auprès d'ICAP chercher tous les conseils, toutes les aides nécessaires pour utiliser ces évaluations. On a créé un portail de l'évaluation, donc il y a, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, mais à l'intérieur de Spiral Connect ou parallèle à Spiral Connect, un outil, un portail pour l'évaluation qui permet donc d'être utilisé pour ça et qui permet surtout aux enseignants, et ça c'est important, d'avoir la main sur les évaluations qu'ils réalisent et doivent pouvoir les monter eux-mêmes et utiliser les outils à l'intérieur de ce portail pour en tirer les statistiques nécessaires. Évidemment, ce portail ne fait pas l'interprétation des évaluations. Ceci se fait avec les conseillers pédagogiques de Lyon 1. On a nommé également des responsables de l'évaluation dans chacune des composantes ou des départements pour les composantes qui ont plusieurs départements assez importants. Donc des responsables d'évaluation qui sont en charge de la politique d'évaluation au sein de leurs composantes ou départements et qui sont donc chargés non pas de faire les évaluations, mais de mener, de stimuler les évaluations dans chacune des composantes. Il y a une commission évaluation qui permet de tirer tous les enseignements généraux qui remontent de ces évaluations pour, c'est un terme un petit peu exagéré, parce que ce n'est pas du tout ça, mais je le dis quand même parce qu'il est politiquement correct, d'orienter la politique de Lyon 1 en matière d'évaluation. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien à Lyon 1, puisqu'il y a simplement 3 ans. Il y a simplement 3 ans, 10% des enseignements à Lyon 1 étaient évalués. Il y a 2 ans, on est monté à 50% grâce à cette politique et on a fini le contrat quadriennal d'il y a 1 an avec 70% des enseignements évalués Lyon. Alors, c'est un chiffre, là aussi on pourrait faire le même raisonnement à partir de ce chiffre, 70% c'est considérable, mais je sais que dans certaines universités c'est 100%. La différence qu'il y a peut-être entre les universités qui atteignent 100% des enseignements évalués et la nôtre, c'est que l'évaluation que nous réalisons à Lyon 1 est totalement volontaire de la part des enseignants. Ce sont eux qui décident d'une évaluation ou éventuellement une équipe de formation qui décide des évaluations qui seront menées. Et donc je trouve que partir de presque rien, d'avoir 10% il y a 3 ans, et arriver à 70% uniquement par le souhait des enseignants d'être évalués, ou plus exactement que leur enseignement soit évalué, je trouve que c'est quelque chose qui est satisfaisant. Alors, c'est quelque chose qui est fragile. Il reste néanmoins que ces évaluations, même si elles montent de la base, si ce sont les enseignants qui la décident, ils la décident parce qu'on les pousse un peu à la décider. Et dès qu'on relâche un tout petit peu la pression, dès qu'on ne fait pas la tournée des composantes pour rencontrer les enseignants, dès qu'il n'y a pas des appels d'ICAP pour rappeler aux gens qu'il faut faire des évaluations, les évaluations baissent tout de suite et les enseignants, malheureusement, et j'en suis un, donc je n'ai pas de honte à dire ça, dès qu'on peut s'en passer, on ne les fait plus, ces évaluations. Donc c'est un travail à long terme. La culture de l'évaluation qu'on essaye de faire passer chez nous est quelque chose qui, dans les chiffres, marche. Dans les têtes, je n'en suis pas encore complètement convaincu. Alors,
On a un objectif très, très ambitieux pour le quinquennat actuel, le contrat quinquennal actuel, puisqu'on a fixé qu'à la fin du contrat quinquennal actuel, c'est-à-dire dans 4 ans, 95% des enseignements seront évalués, c'est-à-dire passer de 70% à 95%. Ça fait que 25%, c'est pas beaucoup, mais en fait, je pense que ce sont les 25% les plus difficiles. Ceux qui en ont déjà fait, plus ou moins, si on maintient la pression morale, va continuer. Les 25% restants, c'est ceux qui nous manquent, et ceux-là, on va avoir du mal à les atteindre. Mais bon, on va évaluer, ou plus exactement, on va essayer, plus exactement, mon successeur va essayer. L'autre point important dans notre politique de pédagogie ETIS à Lyon 1, ce sont les appels à projets. Alors, régulièrement, chaque année, ICAP lance des appels à projets à toute l'université et demande aux enseignants qui ont des projets pédagogiques, qui ont des projets ETIS, de se rapprocher d'ICAP, d'élaborer leur projet. Alors, beaucoup d'enseignants ne savent pas élaborer leur projet, il faut qu'ils viennent voir ICAP. Ce sont des appels à projets qui se font en 2 temps. L'idée qui vient de l'enseignant, et encore une fois, ça vient de la base, l'idée qui vient de l'enseignant, qui est mise en forme avec les gens d'ICAP, et puis un projet qui est présenté, ensuite qui est soumis au CEVU, qui retient ou non le projet. Ces projets fonctionnent bien. On a à peu près 80 projets qui sont retenus par an sur 90, une centaine qui sont présentés. On a un peu plus de 200 enseignants qui sont impliqués par an sur ces appels à projets. 200 enseignants seulement. Il y a, je n'ai plus les chiffres en tête exactement, 1600, 1700 enseignants-chercheurs, merci Patrice, à Lyon 1. 200 enseignants ont des projets pédagogiques chez nous. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, pendant mon mandat, nous n'avons pas réussi à modifier cela, malgré les appels, malgré les réunions que l'on a pu tenir, malgré la vitrine que représente ICAP, avec différentes journées pédagogiques, des réunions, etc. Il y a un nombre très insuffisant d'enseignants qui sont impliqués dans la modernisation pédagogique pour rester large chez nous. C'est tout à fait insuffisant. Bien, ces appels à projets permettent de développer des ressources, d'innover dans un certain nombre de domaines. Troisième volet important pour moi, qui a été une stratégie, si j'ose dire, dans mon mandat, c'est la formation des enseignants. Alors, on a eu, me semble-t-il, moi c'est ce qu'on m'a dit, notre université a été pionnière dans ce domaine-là, puisque longtemps, même avant que je sois vice-président, on avait des journées d'accueil et de formation des nouveaux enseignants-chercheurs, qui, à condition qu'ils suivent ces journées de formation initiale, permettaient d'avoir des heures de décharge d'enseignement la première année. Alors ça, c'est un outil tout à fait intéressant, puisque dès leur arrivée, les nouveaux enseignants-chercheurs rencontrent les gens d'ICAP, rencontrent beaucoup de gens, mais ils rencontrent en particulier les gens d'ICAP, et on leur met à disposition, on leur explique tous les outils qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc ça, c'est un bon point, puisqu'on peut penser ensuite qu'ils vont continuer à les utiliser. Ce n'est pas toujours le cas, mais je ne sais pas comment faire autrement. Ces heures de décharge permettent évidemment à ces enseignants donc, de participer à ces journées. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Beaucoup d'enseignants-chercheurs, dès qu'ils arrivent, je vous ai raconté mon histoire, eh bien, se sont mis devant le travail des enseignements, leur travail de recherche aussi, et ne peuvent pas bénéficier de... Enfin, ça pose des problèmes dans certaines composantes de libérer un peu moins d'un quart du temps les enseignements des nouveaux chercheurs. Mais néanmoins, c'est un outil qui est un bon appel. Et puis, à côté de ce plan initial, bien entendu, il y a un plan de formation élaboré par ICAP
tout au long de l'année, hein, et des formations régulières, perpétuelles, renouvelées dans les différentes composantes, dans les différents sites de Lyon 1, sont proposées aux enseignants et donc qui peuvent s'inscrire très facilement et suivre ces formations. C'est quelque chose qui fonctionne difficilement, il faut le reconnaître. Les enseignants n'ont pas le temps. Comment dire, il n'y a pas forcément une adéquation entre les formations proposées, les besoins précis de quelques enseignants particuliers. Donc on a du mal à faire fonctionner ce plan de formation. Il y a entre 250, 300 peut-être enseignants qui suivent ces formations. Alors c'est pas mal, sauf que c'est toujours les mêmes. Enfin, dernier point de cette planche, c'est eLearn 2. Alors, eLearn 2, c'est un outil qui a été élaboré par ICAP avec Louvain. C'est un DU de formation des enseignants à l'enseignement à distance. Et ça, c'est un outil que je trouve tout à fait intéressant. Alors, la politique d'enseignement à distance à Lyon 1 est nulle. Donc, il a été demandé... est nul parce qu'on a trois enseignements à distance à Lyon 1. Pour une grosse université comme ça, c'est regrettable. Et donc, dans notre stratégie politique, je parle comme un VP, on a décidé de monter en puissance en termes d'enseignement à distance à Lyon 1. Et pour ce faire, on mise sur la formation des enseignants. Et donc, il a été créé un DU de formation des enseignants pour créer des enseignements à distance. Alors c'est la première année, ça marche plutôt bien me semble-t-il, mais ça c'est un outil sur lequel on compte beaucoup pour que les enseignants développent ces 3 minutes qui me restent, ou j'ai dépassé les 3 minutes? Je dépasse légèrement, mais je dépasse 3 minutes. Alors je conclue. Bon voilà, je finis sur cet outil. Bon, je peux laisser cette dernière diapositive pour en arriver à ma conclusion. La conclusion, elle porte sur 4 points. Ce que j'ai observé pour faire fonctionner une politique pédagogique ici dans notre université, je ne sais pas si c'est valable partout ailleurs, c'est qu'il faut que ça vienne de la base. C'est d'abord du désir, du besoin des enseignants que les choses peuvent fonctionner. C'est pas, me semble-t-il, en allant vers eux, en leur disant « voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que vous devez fonctionner », que les enseignants, qui sont une race un petit peu particulière, vont fonctionner. En revanche, s'il ne faut pas que nous soyons proactifs, si je veux dire, il faut que nous soyons réactifs, c'est-à-dire que tout besoin, toute demande, toute particularité d'un enseignant doit être prise en compte, si elle est recevable, bien entendu, si elle est réalisable, bien entendu, et qu'on se mette à leur service. Ça, c'est tout à fait important. Quand ce besoin est exprimé, quand ce besoin a été reçu, il ne faut pas réaliser la demande à la place des enseignants. Et ça, c'est une demande que j'ai toujours eu à cœur de dire. Ce n'est pas à ICAP de faire le boulot pour les enseignants, c'est aux enseignants d'être accompagnés par ICAP pour réaliser leur projet pédagogique. Et ça, c'est tout à fait important. Les enseignants qui viennent nous voir avec une idée tout à fait intéressante, qui nous donnent l'idée et puis qui viennent nous disent je reviens dans 6 mois quand vous aurez fini, ça ne fonctionne pas. Donc ça, on ne prend pas. Autre point sur lequel j'ai été tout à fait attentif durant ce mandat, c'est qu'il n'y a pas de locomotive sans wagon. Quand je suis arrivé, il y avait un certain nombre de composantes qui fonctionnaient très très bien dans différents domaines, notamment les évaluations, mais dans d'autres domaines de développement, etc., de pédagogie. Et puis, tout un tas d'autres composantes où il ne se passait rien. Et on m'avait dit, mais c'est pas grave, il y a une locomotive, les autres vont suivre. C'est pas vrai, les autres ne vont pas suivre. Et en tant que vice-président, c'est absolument insupportable qu'il y ait des composantes qui fonctionnent extrêmement bien et d'autres qui ne suivent pas. Je vous disais tout à l'heure, c'est un exemple, pour les évaluations, il y a 4 ans, 10% des enseignements
été évalué. Ça veut dire qu'il y avait 2 composantes qui fonctionnaient. 80% les autres ne fonctionnaient pas. On est maintenant à 80% des composantes qui font un travail dans ce domaine-là. Et je voulais que ça soit partout pareil. Et enfin, dernier mot, la vice-présidence, ça n'est qu'un titre qui ne représente rien. Avec les appels à projets, j'en finis là, avec les appels à projets, lorsque le projet est réalisé, abouti, il est demandé aux enseignants, pour lesquels le projet a été réalisé, de faire un petit compte-rendu qui permet d'expliquer comment ça s'est passé, quels bénéfices ils en retirent. Un certain nombre d'enseignants ne souhaitent pas répondre à ce bilan, si vous voulez. Et donc, j'ai pris ma casquette de VP et j'ai téléphoné directement à un certain nombre de ces enseignants qui ne voulaient pas donner leur bilan. Et donc, je les ai appelés en disant « Allô, Patrick Boiron, vice-président du CEVU, je vous appelle à propos de votre appel à projet. Qui ça ?» Patrick Boiron, vice-président, ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça veut dire que, en clair, si je simplifie, tout ce qui descend comme ça d'en haut, de manière un petit peu directe, un petit peu formalisée, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est rencontrer les gens, voir les gens, les persuader, mais les directives qui viennent même d'un vice-président, c'est quand même assez haut placé dans la hiérarchie de l'université. Excusez-moi, mais les enseignants ne connaissent pas. Ce n'est pas leur problème. Il faut de la persuasion, il faut de la persévérance, et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Merci. Donc, merci pour cet exposé qui, du coup, a très bien rempli son rôle, puisque tu as fait tout à fait le lien entre le désir d'enseignant, la réflexion pédagogique qui commence par une simple réflexion sur l'évaluation et qui t'amène jusqu'à ta fonction, et un bilan modeste, mais on connaît tous l'avancée de Lyon 1 sur le sujet et le travail qui a été fait. Donc, je te remercie encore pour ce témoignage. Merci.